Ghana a secoué le monde avec une annonce audacieuse. Pourquoi une nation paisible d'Afrique de l'Ouest risquerait-elle des milliards d'investissements étrangers en or? Qu'est-ce que le Ghana a découvert qu'il refuse de laisser aux mains des étrangers? Découvrons cela ensemble. Il y a quelques jours, le gouvernement du Ghana a annoncé un changement radical dans sa politique concernant son secteur aurifère. Le Ghana a donné aux entreprises étrangères jusqu'au 30 avril pour quitter son marché de l'or à petite échelle. Une décision inouïe. Le Ghana vient de faire l'impensable. Il a imposé une date limite à chaque commerçant étranger d'or. Partir ou être expulsé. Pas de négociation, pas d'avertissement, juste un arrêt net. Le 30 avril 2025. Mais pourquoi un pays aussi calme et accueillant déciderait-il soudainement de risquer des milliards d'investissements étrangers? Quel trésor le Ghana a-t-il trouvé qu'il ne veut plus laisser aux mains des traders étrangers d'or? Tentons de comprendre. Tout a commencé par des murmures. Quelques mots glissés discrètement dans des briefings gouvernementaux, à peine remarqués par la presse internationale. Mais puis, le président du Ghana s'est levé, a regardé le monde dans les yeux et a annoncé quelque chose qu'aucun observateur n'aurait cru possible. Une date limite, un jour fixe et non négociable, le 30 avril 2025. C'est ce jour-là que le Ghana met fin à des décennies de domination étrangère sur son marché de l'or local. Après cette date, plus aucun étranger, aucune entreprise étrangère, aucun intervenant extérieur ne pourra acheter de l'or directement aux petits mineurs artisanaux du Ghana. Plus dans les marchés, plus dans la brousse, plus via des intermédiaires en coulisses. Plus rien. La salle Eretosel est restée silencieuse lorsqu'il a prononcé ces mots. Mais derrière ce silence, une onde de choc a traversé les salles de trading de Londres à Shanghai, dans les couloirs diplomatiques de Bruxelles à Pékin. Parce que ce n'était pas juste une nouvelle réglementation, c'était une résistance. Pendant des années, l'industrie minière à petite échelle au Ghana, celle qui produit près de la moitié de l'or du pays, fonctionnait comme un marché à ciel ouvert, sans mur. Les acheteurs étrangers arrivaient avec de l'argent, des camions et une grande influence. Ils sont devenus indispensables pour des mineurs qui peinaient à survivre. Sans demander d'autorisation, ils ont construit un empire dans l'ombre. Un empire qui n'était maintenu que par des failles légales. Mais maintenant, la porte se ferme. La date limite a été annoncée sans la fanfare habituelle. Pas de livre blanc, pas de phase de transition sur plusieurs années, juste une ligne tracée dans la poussière d'or. Les commerçants étrangers peuvent désormais demander à acheter de l'or du Ghana. Oui, mais uniquement via une nouvelle institution d'État appelée Goldbot. Plus d'accords parallèles, plus d'achats non enregistrés. Si vous voulez l'or du Ghana, vous devrez le prendre selon les conditions du Ghana. Cela a été un choc pour beaucoup, mais pour ceux qui suivaient de près la situation, les signes étaient là depuis des années. Les petites villes minières étaient devenues de véritables colonies étrangères, avec des patrons étrangers, des machines étrangères, et parfois même des gardes de sécurité étrangers. Les mineurs travaillaient sur le sol ghanéen, mais obéissaient à des ordres en mandarin ou en arabe, et pendant que l'or coulait par tonnes, les impôts à peine arrivaient. Pour un pays assis sur l'un des plus riches gisements minéraux d'Afrique, cela n'était pas simplement embarrassant, c'était frustrant. Et pour le président Mohamed, c'était personnel. Des sources proches de l'administration disent que le point de bascule n'est pas venu d'un seul événement, mais d'un schéma, un schéma de manque de respect. Des commerçants étrangers non enregistrés se frayaient un chemin dans des zones protégées grâce à des pots de vin, des cargaisons d'or disparaissaient des manifestes aériens. Les contrebandiers passaient les douanes, tandis que les écoles des régions minières ne recevaient pas de livres, pas de toilettes et pas d'avenir. Pour couronner le tout, le gouvernement avait été sous pression pendant des années pour éviter de déranger les investisseurs. Mais ce terme « déranger les investisseurs » commençait à ressembler de plus en plus à une stratégie visant à maintenir le pays dans une position de faiblesse. C'est pourquoi, lorsque la date limite a été annoncée, cela n'a pas été juste une politique. Cela était un message. Nous ne sommes pas votre ferme de ressources. Nous ne sommes pas votre terrain de jeu. C'est notre or. Et le monde a remarqué. Quelques jours après l'annonce, des rumeurs ont commencé à circuler dans les villes minières du Ghana.
Des acheteurs étrangers, certains opérant dans le pays depuis plus d'une décennie, ont commencé à liquider leurs actifs. D'autres ont tenté de se repositionner en offrant de s'associer à des entreprises locales, en créant des centres de formation, en faisant des dons à des projets communautaires. Mais le gouvernement n'était pas intéressé par la charité. Il voulait du changement, un changement structurel, réel et applicable. La date limite ne visait pas simplement à nettoyer le système. Elle visait à mettre fin à une dépendance qui rendait le marché de l'or du Ghana vulnérable à la manipulation. Trop longtemps, des commerçants étrangers ont dicté les prix, contourné les déclarations d'exportation et canalisé les profits à l'étranger. Trop longtemps, le Ghana a été l'hôte pendant que d'autres se sont régalés des profits. Mais ce qui a rendu cette décision audacieuse, c'est qu'elle ne mettait pas fin au commerce. Elle l'a réorienté. Les commerçants étrangers ne sont pas bannis de l'or. Ils sont simplement redirigés via Goldbot, un régulateur centralisé conçu pour être à la fois le gardien et le protecteur du marché. Tout l'or acheté auprès des mineurs à petite échelle devra désormais être déclaré, évalué et taxé avec une transparence totale et une traçabilité. Pour de nombreux observateurs étrangers, cela ressemble à un serrage de vie. Mais pour les Ghanéens, surtout les mineurs artisanaux qui ont été exploités pendant des générations, cela semble être un moment rare. Un gouvernement qui choisit son peuple plutôt que ses profits. Bien sûr, cette date limite comporte des risques, les réactions internationales commençant déjà à se faire sentir. Certaines ambassades ont demandé des éclaircissements. D'autres rédigent discrètement des avertissements concernant la confiance des investisseurs. Mais le Ghana ne tremble pas, parce qu'il ne s'agit plus de donner une bonne image. Il s'agit de réécrire un système qui n'a jamais été conçu pour le bien du pays en premier lieu. Mais voici un détail à ne pas oublier. On ne fixe pas une date limite, comme le 30 avril, à moins que quelque chose ne soit profondément brisé. Et dans l'industrie de l'or du Ghana, ce n'était pas juste brisé, c'était en train de saigner. Chaque année, sans faute, des milliards de dollars d'or disparaissaient dans la nature. Pas une erreur administrative, pas une baisse de marché, juste disparu des registres, hors du pays, dans des mains privées. Le chiffre officiel des pertes annuelles, 2,3 milliards de dollars, des pertes silencieuses, illégales, non traçables, mais pas invisibles. Les signes étaient partout si vous saviez où regarder. Des cargaisons de grande taille quittant des aéroports obscurs, des mineurs se plaignant d'être payés bien en dessous de la valeur du marché. Des enregistrements d'exportation qui ne correspondaient pas à ce que les commerçants locaux collectaient. Et le plus accablant, un trésor national qui restait affamé de recettes en or, alors que les mines du Ghana produisaient à des niveaux records. Pour comprendre comment cet argent disparaît ainsi, il faut saisir le fonctionnement de l'économie parallèle de l'or. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour regarder plus de vidéos sur la culture noire, l'histoire, la civilisation et l'identité. Continuons. Maintenant, comment tout cela a-t-il commencé? Cela commence dans les esprits, pas ceux des grands cadres des multinationales, mais ceux plus modestes, parfois rugueux, disséminés dans les campagnes. Ces esprits sont souvent composés de quelques hommes, d'outils rudimentaires et d'un trou dans la terre. Parfois légaux, souvent pas, mais toujours désespérés à l'idée de vendre. Et c'est là que les acheteurs étrangers interviennent, non pas à travers des accords commerciaux officiels ou des ambassades, mais via des camionnettes et des enveloppes remplies de billets. Ils ne se présentent pas en costume. Ils opèrent depuis des auberges et des compounds dans des villes rurales, loin des yeux du ministère des Terres et des Ressources naturelles. Ils parlent les langues locales. Ils portent des liasses de devises étrangères. Et ils payent toujours, rapidement, souvent, plus que ce que les commerçants locaux peuvent se permettre, mais toujours en dessous du prix mondial. C'est de l'astuce, pure et simple. Le mineur est payé juste assez pour nourrir sa famille. L'acheteur obtient l'or et l'État n'obtient rien. De là, l'or circule, parfois à travers les frontières, caché dans des batteries de voitures ou des barils d'huile, parfois sur des vols privés avec des manifestes falsifiés, et dans certains cas, directement dans des cargos à destination de Dubaï, Hong Kong ou Istanbul, où la documentation est plus facile à modifier et où les douaniers sont bien rémunérés pour détourner leur regard. Ce ne sont pas des contrebandiers opérant au hasard. Ce sont des réseaux coordonnés
expérimentés et rentables. Et beaucoup sont soutenus par des intérêts commerciaux étrangers qui savent exactement comment exploiter les failles du Ghana. Des rapports d'enquêteurs et de groupes de surveillance ont tracé certains de ces réseaux jusqu'à des syndicats liés à la Chine, des acheteurs du Moyen-Orient et même des partenaires occultes au sein même du Ghana, y compris des fonctionnaires locaux qui reçoivent des pots de vin en échange de leur silence. Mais il ne s'agit pas seulement de l'or. Il s'agit de ce que ces 2,3 milliards de dollars auraient pu signifier. Cet argent aurait pu réparer les bâtiments scolaires en ruine dans des régions productrices d'or comme Ouaza-Aménie. Il aurait pu financer des cliniques mobiles dans les zones rurales de l'Ashanti. Il aurait pu construire des usines de traitement de l'eau pour les villages dont les rivières ont été empoisonnées par l'exploitation minière non régulée. Au lieu de cela, cet argent a servi à construire des maisons de vacances à Dubaï, à financer des comptes bancaires à Hong Kong et à disparaître dans le marché noir mondial. L'absurdité de tout cela, c'est que le Ghana n'avait même pas besoin des commerçants étrangers au départ. Le pays dispose de la main-d'œuvre, des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour gérer son or. Mais ce qui lui manquait, c'était le contrôle, ou plutôt la volonté de l'appliquer jusqu'à maintenant. La fuite de 2,3 milliards n'est pas simplement une statistique. C'est la preuve qui a justifié l'attaque. Cela a fourni à l'administration de Muhammad le carburant nécessaire pour repousser la pression internationale et prendre des mesures radicales. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi le Ghana prenait une position aussi ferme, un haut responsable a répondu « Nous ne bannissons pas le commerce, nous interdisons le vol ». Pendant que la résistance a déjà commencé, les groupes de pression mettent en garde contre les perturbations commerciales. Les investisseurs étrangers suggèrent discrètement des actions en justice et certains pays ont suggéré que ce type de nationalisme pourrait déstabiliser la confiance des investisseurs en Afrique de l'Ouest. Mais les chiffres ne mentent pas. Pour chaque dollar que le Ghana reçoit d'investissements étrangers, il en perd 3 en or volé. Le bilan financier parle plus fort que les diplomates. Et sur le terrain, les gens connaissent la vérité. Demandez à n'importe quel mineur dans la région occidentale du pays et ils vous raconteront des histoires de commerçants étrangers offrant des pots de vin aux policiers, d'or disparaissant des chambres de preuves, de cargaisons entières détournées avant même d'arriver au port. Ils ne sont pas choqués par les 2,3 milliards de dollars. Ce qui les choque, c'est que cela ait pris autant de temps pour que quelqu'un remarque. Maintenant, avec les commerçants étrangers confrontés à l'expulsion et Golbot prêt à prendre le contrôle total du secteur, l'ère du pillage discret pourrait enfin prendre fin. Mais mettre fin au vol n'est que la première étape, car les dégâts ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi environnementaux. Et tandis que l'argent peut être récupéré, les rivières empoisonnées ne guérissent pas si facilement. Maintenant, la question est, quel sera l'impact de cela sur le Ghana ? Le changement sur le papier ne signifie rien à moins qu'il ne touche réellement les gens. Et maintenant que le Ghana a tracé sa ligne, construit son arme et restructuré les règles de l'or, la question n'est plus ce qui a été fait, mais ce qu'il va faire. Parce que les ondes de choc de cette décision ne toucheront pas seulement les commerçants étrangers ou les contrebandiers. Elles se propageront à travers les villages, les ministères, les marchés et les maisons des Ghanéens ordinaires. L'impact immédiat sera la récupération des revenus. Avec Golbot capturant ce qui fuyait auparavant dans le marché noir, le gouvernement du Ghana devrait récupérer des milliards de dollars de recettes perdues. Ce n'est pas de l'argent sur papier. Ce sont des revenus qui pourront enfin être taxés, budgétés et réinvestis. Les ministères n'auront plus à supplier les donateurs pour financer des programmes d'eau potable dans les communautés minières. Les centres de santé de district n'auront plus à attendre 3 ans pour des machines à oxygène. Le problème n'était jamais la capacité, c'était le capital. Et le capital revient maintenant à la maison. Mais l'argent seul ne change pas un pays. Ce qu'on en fait définira le véritable résultat. L'une des plus grandes promesses de cette réforme est de rediriger les profits de l'or vers les régions qui ont été les plus exploitées, des endroits comme Upper Denira, Prista et Bibani. Pendant des décennies, ces régions ont regardé des milliards d'or partir pendant que leurs routes se transformaient en boue et leurs écoles s'effondraient par négligence. Ce changement de politique pourrait enfin réécrire cette narrative
en garantissant que les royalties et les fonds de développement retournent à la source et pas seulement à la capitale. En fait, selon le nouveau cadre des revenus miniers du Ghana, les districts ayant une activité minière active ont droit à une part directe des royalties minières, un mécanisme négligé pendant des années. Mais maintenant, avec un suivi approprié de l'or via Goldbot, ces paiements ne pourront plus être truqués, évités ou retardés. Enfin, la comptabilité sera publique, les chiffres traçables, et les gens surveilleront. Et ce changement n'est pas seulement économique, il est aussi psychologique. Parce que pendant des années, les mineurs d'or, en particulier les travailleurs artisanaux à petite échelle, ont été traités comme des travailleurs jetables. Ils étaient aperçus comme non régulés, indomptables et sans importance. Mais la vérité, c'est que ces mineurs forment l'épine dorsale d'un secteur qui contribue à plus d'un tiers de la production totale d'or du Ghana. En les plaçant au cœur de la planification économique du pays, en reconnaissant leur valeur, le gouvernement élève leur statut, pas seulement leur salaire. Ce changement est crucial. Cela signifie que ces mineurs ne seront plus contraints de vendre leurs produits en secret pour des broutilles ou à des acheteurs qui ne parlent pas leur langue et se fichent de leur sécurité. Grâce à une tarification standardisée, une protection officielle et des canaux de vente légaux, leur travail devient respecté et non criminalisé. Cela devient une carrière, pas juste une question de survie. Ce changement ouvre aussi des opportunités pour l'industrie locale, souvent négligée. Avec l'élimination des acheteurs étrangers, les entreprises ghanéennes ont maintenant de la place pour entrer dans la chaîne de valeur de l'or. De l'affinage à la logistique d'exportation, en passant par la production de bijoux, ce n'est plus juste une question de creuser des trous dans la terre, c'est une question de construction. Un écosystème complet de métiers, de compétences et d'entreprises pourrait émerger si l'État soutient correctement cette initiative. Mais peut-être l'impact le plus négligé est politique. Cette réforme pourrait radicalement bouleverser la dynamique de pouvoir entre l'État ghanéen et ses citoyens. Pendant trop longtemps, le récit était « l'or est là, mais le pouvoir est ailleurs ». Maintenant, cette équation change. Quand les gens voient que leur gouvernement est prêt à défier les puissants acteurs étrangers pour protéger les ressources nationales, la confiance peut se développer, non seulement dans l'institution de Goldbot, mais aussi dans l'idée plus large que la souveraineté peut être réelle, pas seulement symbolique. Et n'ignorons pas le message que cela envoie à la jeunesse ghanéenne. Dans un pays où le chômage et le désenchantement sont élevés, c'est un rare moment de courage, une preuve que le leadership peut agir dans l'intérêt national et non seulement dans l'intérêt des investisseurs étrangers ou des pays donateurs. Pour une génération élevée sur des promesses non tenues, cette réforme n'est pas simplement une politique, c'est un précédent. Cela dit, tu n'as pas à sacrifier ton avenir pour survivre dans le présent. Bien sûr, rien n'est garanti. L'implémentation sera décisive. Si la corruption s'infiltre dans Goldbot, si la bureaucratie étouffe l'efficacité, si les élites détournent les profits pour eux-mêmes, alors l'opportunité pourrira comme tant d'autres avant elle. Mais si cela fonctionne, si l'argent circule, si les mineurs prospèrent, si les villages se développent, alors cette décision n'impactera pas seulement le Ghana, elle le définira. Rappelez-vous d'une chose, le Ghana a peut-être allumé l'étincelle, mais ce n'est pas le seul à jouer avec le feu. À travers l'Afrique de l'Ouest, une rébellion silencieuse prend forme. Pas avec des coups d'État ou des discours, mais avec des politiques, avec la loi, avec des décisions audacieuses qui signalent d'un changement profond. L'Afrique en a assez d'attendre qu'on lui donne la permission de posséder ce qui lui appartient déjà. Ce que le Ghana vient de faire avec l'or, d'autres sont déjà en train de le faire avec le pétrole, l'uranium, le coton et même les routes de transit. Le continent commence à se réveiller face à une vérité douloureuse. Il n'a jamais été pauvre, juste mal géré. Prenez l'exemple du Burkina Faso. Autrefois étiqueté comme un État oublié du Sahel, il réécrit maintenant tout son système financier sous la direction du capitaine Ibrahim Troué. L'or, autrefois envoyé dans les coffres français et les comptes privés à Dubaï, est désormais raffiné sur place. Traoré n'a pas seulement expulsé l'armée française, il a expulsé les intermédiaires. Son raffinerie d'État, son autorité centrale d'achat, son rejet des prescriptions du FMI. Tout cela mène à une seule conclusion. L'Afrique reprend le volant. Au Mali, le changement est tout aussi sans excuse.
Le gouvernement a déchiré les accords de coopération militaire avec l'Occident et a interdit certaines ONG accusées de se mêler des affaires nationales. Mais sous cette politique se cache quelque chose de bien plus important, la souveraineté économique. Le Mali explore de nouveaux accords commerciaux sur l'or avec la Russie et la Chine, non seulement pour des raisons politiques, mais parce que ces partenariats ne viennent pas avec des bagages coloniaux ou des menaces voilées. Et puis il y a le Niger, où l'uranium a alimenté les lumières de l'Europe pendant des décennies, tandis que des millions de personnes à domicile vivent dans l'obscurité. Maintenant, avec des tensions croissantes, un réajustement diplomatique et un leadership récemment affirmé, la nature remet enfin en question qui profite de cette richesse radioactive. La réponse, pas les Nigériens. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un modèle. Et la réforme de l'or du Ghana s'intègre parfaitement dans cette dynamique. Ce que Mohamed a fait ne se résume pas à réparer une industrie défaillante. Il a pris une position que d'autres dirigeants regardent désormais de près. Si le Ghana peut expulser les commerçants étrangers de l'or et survivre économiquement, cela crée un précédent dangereux pour ceux qui ont bâti leur fortune sur la dépendance de l'Afrique. Pendant des décennies, les économies africaines étaient piégées dans des cycles de dépendance. Emprunter de l'Occident, extraire pour l'Occident, exporter vers l'Occident, et en retour, des dettes, des institutions faibles, des infrastructures en ruine. Maintenant, un nouveau manuel de jeu émerge. Un manuel où les gouvernements africains dictent les termes du commerce. Un manuel où les matières premières sont transformées localement. Un manuel où la valeur reste plus près de la mine, du champ, du port. Et au centre de ce manuel, des initiatives comme la réforme de l'or du Ghana. Pensez-vous que l'heure est enfin venue pour que l'Afrique change à jamais? Que se passera-t-il si toute l'Afrique fait de même? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que les forces extérieures réagiront? Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté pour ne rien manquer. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur des sujets dont personne ne parle. La culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Restez connectés.